Allez, tout de suite, on parle pétrole avec le grand rendez-vous de la réunion de l'OPEP à Vienne. Vers quel type d'accord se dirige-t-on? On en parle tout de suite avec Benjamin Louvet qui est en plateau avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour Vincent. Merci d'être là, gérant matières premières chez OFI-AM. Alors cet accord, on en connaît déjà les grandes lignes. Quelles sont les dernières indiscrétions? Je crois que là, le dossier est réglé, entre guillemets, puisqu'on a eu des échos ce matin de l'Iran qui dit qu'elle est favorable à une prolongation de la réduction de production jusqu'à la fin de l'année 2018. Les Russes ont donné leur accord hier. Alexander Novak, le ministre du pétrole russe, a donné son accord, enfin a dit qu'il était en accord avec cette réduction. Les Saoudiens aussi. Donc tout le monde est d'accord. Donc la baisse semble actée. Ce qui va compter, c'est ce qui va se passer à côté, de savoir un petit peu quelles sont les règles qui entourent et les nouveautés que pourrait annoncer l'OPEP à côté de cette surprise qui n'en est plus une. Alors ce seraient des nouveautés, des règles qui seraient d'une certaine façon imposées par un membre non OPEP, en l'occurrence la Russie. Oui, alors il va y avoir plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que, en fait, ce qui est très important de comprendre dans cette réunion, c'est que l'OPEP a pour vocation ici de donner de la visibilité au marché. On est un peu dans la même problématique que la Fed sur la politique des taux d'intérêt. Là, il faut donner de la visibilité au marché pour éviter trop de volatilité sur les cours du marché du pétrole. Donc, les choses importantes. La première, c'est que l'OPEP et les pays alignés ont invité un certain nombre de nouveaux pays qui ne sont pas participants à cet accord. On a le Turkménistan, on a la Bolivie, on a le Congo. Alors ce ne sont pas des gros producteurs. Aussi, voilà, j'ai lu. En tout, on a quoi? 60% de la production mondiale quand même. Oui, à peu près. C'est à peu près ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer un engagement fort des pays qui sont déjà signataires et éventuellement d'être rejoints par d'autres pays pour montrer un petit peu la force de cet accord. Ça, c'est la première chose. Ça ne changera pas grand-chose au niveau production parce que ces pays ne sont pas des acteurs majeurs. Mais c'est important. La deuxième chose qui va être importante, c'est de savoir ce qui va être fait avec la Libye et le Nigeria. Vous vous souvenez que ces deux pays avaient été exclus de l'accord cadre qui avait été signé puisqu'ils avaient une production qui avait beaucoup baissé. On leur a donc laissé la possibilité de revenir à un niveau de production important. Aujourd'hui, on s'approche de niveaux qui commencent à être, on va dire, légitimes. Et certains pays de l'OPEP et la Russie voudraient éventuellement qu'on fixe un cap de production à ces deux pays, voir si ça va être fait, si ça va être accepté. La Libye, notamment, pourrait être effectivement concernée parce qu'elle est très proche des objectifs de production qu'elle avait mentionnés. Ça sera important parce que là aussi, ça donnerait de la visibilité. Ça ne réduirait pas la production, mais ça permettrait de savoir qu'elle ne va pas augmenter au-delà d'un certain niveau. Et puis la troisième chose qui va être importante, effectivement, vous le disiez, les Russes ont demandé un certain nombre de gages parce que ce qu'ils ne voudraient pas, c'est que eux réduisent leur production pour que, à côté de cela, les pétroles de schiste, notamment aux États-Unis, puissent augmenter leur production si le pétrole de schiste, si le prix du pétrole remontait suffisamment. Et on va voir avec vous dans quelle mesure justement la production reprend là-bas sur le pétrole de schiste. Donc la condition, ce serait OK pour prolonger ces baisses de production, mais si ça remonte trop, oui. On peut de nouveau ouvrir les vannes. Si ça remonte trop, jusqu'à quel niveau par exemple? En fait, ça serait fixer des points de rendez-vous. Donc on peut imaginer que ça soit en fonction du niveau des stocks, puisque l'OPEP et les pays alignés avaient fixé un objectif de niveau de stock, c'est ramener les stocks à leur moyenne 5 ans. Ça pourrait être un premier niveau qui peut déclencher une réunion extraordinaire ou un niveau de prix. On peut penser à $70 par exemple, qui pourrait devenir un prix. On parle du WTI, voilà, qui est actuellement à 57. Qui permettrait à ce moment-là au pétrole de schiste de repartir plus massivement. Et donc les Russes ont voulu demander, et visiblement ils ont dit qu'ils avaient été entendus, ont voulu demander qu'on prépare déjà la sortie. Mais encore une fois, ça participe de cette clarification et de cette netteté du message envoyé au marché. L'idée, c'est de dire OK, on continue à réduire parce que c'est nécessaire notamment parce que dans les quelques mois qui viennent, ça peut nous paraître bizarre à nous Européens, mais c'est la période de l'année où on consomme le moins de pétrole, parce qu'en réalité, il y a pas. On a déjà beaucoup stocké peut-être. Non, au-delà de ça, vous avez beaucoup de gens qui partent en vacances l'été, donc ça augmente la consommation d'essence. Vous avez la driving season, c'est ça, la driving season aux États-Unis. Vous avez également l'été au Moyen-Orient qui entraîne la consommation d'énormément de produits pétroliers pour la climatisation. En période d'hiver, effectivement, chez nous, on chauffe beaucoup, mais tous ces autres éléments de consommation ont tendance à diminuer. Donc les stocks traditionnellement remontent un peu à cette période. C'est pour ça qu'on prolonge cet accord. Donc on a aujourd'hui une logique à cet accord qui est mis en place, qui est mis en place par l'OPEP et par les pays alignés. Où en est le pétrole de schiste qui est tant redouté par la Russie? Alors, le pétrole... Et que les Saoudiens ont tenté de tuer d'ailleurs, il y a 2 ans de ça. Alors, les Saoudiens ont pas forcément tenté de tuer les pétroles de schiste. Ils ont simplement eu une politique qui consistait à défendre leur part de marché.
Et le seul moyen, c'était effectivement de faire rebaisser le prix du pétrole. C'est aller trop loin. Sinon les pétroles de schiste. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'auraient fait les pétroles de schiste si l'OPEP n'avait pas décidé de laisser filer la production. Et là, franchement, ils auraient sans doute eu un problème. Ils auraient perdu beaucoup de parts de marché. Aujourd'hui, ils ont assis leur part de marché. Ils ont montré que c'était toujours eux qui décidaient où allait le prix du pétrole. Et au-delà de ça, ils contrôlent un petit peu le développement de ces pétroles de schiste. Pourquoi ? Parce que on sait que les pétroliers conventionnels n'ont pas assez investi au cours de ces dernières années. Donc on sait qu'à un moment ou à un autre, on va avoir besoin de plus de pétrole. À ce moment-là, les pétroles de schiste pourront profiter d'une hausse des prix du pétrole, mais ça ne se fera pas au détriment des pays de l'OPEP. Donc en fait, alors qu'au début, l'OPEP et les pétroles de schiste étaient plutôt dans deux camps opposés, et oui, concurrents. Aujourd'hui, ils sont presque dans le même camp, c'est-à-dire que c'est l'OPEP et les pétroles de schiste contre les pétroliers conventionnels. Voilà. Donc les pétroles de schiste aujourd'hui se sont redéveloppés avec la remontée des prix du pétrole. Maintenant, ce redéveloppement a été un peu décevant par rapport à ce qu'attendaient un certain nombre d'analystes. Nous, chez OFIAM, on était très prudents. Ça a été décevant pour quelle raison? Parce donc, la plupart des analystes attendaient à peu près 1 200 000 barils d'augmentation l'année dernière. Finalement, pour l'instant, on est plutôt aux alentours de 400 à 450 000 barils. On devrait finir l'année autour de 600 000 barils. C'était notre analyse pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous êtes un pétrolier, vous êtes relativement logique, c'est-à-dire que quand vous réduisez votre activité, vous allez vous concentrer aux endroits où il y a le plus de pétrole, ce qu'on appelle les sweet spots, ou alors les actifs tier 1. C'est ce qu'ont fait les pétroliers de schiste. Simplement, quand après ils ont commencé à redévelopper leur activité depuis le début de l'année, eh bien, vous allez sur des actifs d'un peu moins bonne qualité. Donc vous avez une production qui est un petit peu moins forte. Ensuite, vous avez eu des problèmes techniques qui se sont posés. Quand vous faites des puits qui sont de plus en plus proches, ce qui est le cas en ce moment, vous avez des risques de communication entre ces puits, donc des problématiques de pression. Sans rentrer dans les détails, ça fait que votre puits, d'un seul coup, va donner moins de pétrole. Et puis la dernière raison, très importante aussi, c'est qu'on commence à manquer de main-d'œuvre dans le secteur pétrolier aux États-Unis. Donc on manque d'équipes, d'une part, et on a des équipes qui sont moins qualifiées. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que quand on regarde, normalement voilà, on fait un puits en 6 jours. Il y a un producteur de schiste qui évoquait ça il y a quelques temps. Là où on faisait un puits en 6 jours, certains producteurs n'arrivent plus à le faire en moins de 9 jours. Quand vous faites en 9 jours au lieu de 6, vous mangez toute votre marge. Donc c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, un certain nombre de producteurs de schiste ont un problème de rentabilité. Ils sont productifs, mais ils ne sont pas rentables. On va voir maintenant comment, puisqu'on est pratiquement, l'année 2017 est pratiquement achevée, comment se présente 2018 pour ce qui est des cours du pétrole. On a vu tout à l'heure donc le WTI qui termine l'année pas très loin des 60. 60, c'était votre objectif, je crois. 60, c'était notre objectif sur le WTI. Oui, c'est encore possible. Ouais. Il va falloir voir comment le marché digère la réunion de l'OPEP. Ouais. Maintenant, vu qu'il y a peu de surprises, il est possible qu'il y ait un peu de prise de bénéfices, mais on a vu qui ont commencé d'ailleurs ces prises de bénéfices. Oui, qui ont été très légères quand même. Il faut le dire. Et on voit les investisseurs, notamment les spéculateurs, qui ne sont pas trop sortis. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Donc on peut toujours finir effectivement l'année aux alentours de 60 sur le WTI, qui était notre objectif chez OFIAM. Oui. D'accord. Et là, on voit le Brent qui est à 63,40, 63,50. Qu'est-ce qu'on peut attendre de 2018? Alors, ce qu'on peut attendre de 2018, c'est sans doute un petit peu plus de volatilité au premier semestre, parce que je le disais, il y a moins de consommation. Ce qu'il va falloir suivre aussi, c'est la rigueur de l'hiver. Si l'hiver est relativement doux, ça peut entraîner un peu plus de restockage et donc peser un petit peu sur les prix. Donc on ne serait pas étonné de voir les prix du pétrole retourner aux alentours de 50-52 $ sur le WTI et 57-58 sur le Brent. C'est tout à fait envisageable. Après, dans la deuxième partie de l'année, on devrait commencer à voir les prix du pétrole remonter parce que les pétroles de schiste vont toujours se battre un petit peu avec leurs difficultés, vont devoir aussi faire gage de rentabilité vis-à-vis de leurs investisseurs, sinon ils vont commencer à avoir du mal à trouver des financements. Et donc on devrait, dans cette deuxième partie de l'année, nous on pense, retourner sur les niveaux proches des niveaux de 70 $ sur le prix du pétrole WTI. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer à préparer ce qu'on sait qu'on va vivre dans les années qui vont suivre, probablement à partir de 2020 et même peut-être dès 2019, c'est-à-dire un manque de pétrole conventionnel à cause du manque d'investissement ces dernières années. On a beaucoup de mal à l'imaginer aujourd'hui. Maintenant on parle de manque de pétrole. Mais le manque de pétrole nous guette et donc ça devrait permettre au prix du pétrole de remonter vers 70. Attention tout de même à une chose, le Venezuela. Le Venezuela qui est un gros producteur encore. Absolument. Et qui est au bord de la faillite aujourd'hui, ça pourrait avoir des conséquences et faire remonter le prix de façon très violente si jamais il y avait une crise vénézuélienne importante. Très bien, merci beaucoup Benjamin Louvet pour cette analyse, pour toutes ces explications. Gérant matières premières chez OFIAM. À bientôt. Au revoir.